Dans l'Aube, près de Troyes, au beau milieu d'un parc de 60 hectares, se niche le château de Vaux. La demeure du XVIIIe siècle, classée monument historique, aurait appartenu à un ministre de Napoléon III. L'édifice est en piteux état, il a l'air abandonné. Et pourtant, difficile à croire, mais voici son propriétaire. Le jeune châtelain s'appelle Édouard Guyot, il n'a que 23 ans. Tu peux me passer 2 vis? Est-ce qu'il y a un sens pour ce truc-là, cette chose-là? Aidé de Mathilde, une stagiaire, il assemble des lits superposés. On est à 58, là, il en reste encore 2-3. Donc ça fait 60 personnes qui vont dormir à l'étage. C'est pas mal. Pour financer la restauration de son château, Édouard Guyot a aménagé les communs. Un espace de 1500 mètres carrés transformé en salle de réception et en gîte. Quelques mois après l'ouverture, l'affaire n'est pas encore très rentable. Alors Édouard fait tout lui-même. Que les choses soient à leur place et que les gens arrivent et que ce soit convenable. Parce que le ménage vient d'être fait, mais il faut que ce soit propre. C'est la réputation quand même du château et de l'établissement, donc c'est important. Pour remettre le château en état, le jeune homme n'a pas le choix. Il doit exploiter chaque espace, comme cette grange. 280 mètres carrés qu'il loue pour des mariages. Donc on a prévu de faire une grande piste de danse. Il y aura à peu près la moitié de la grange qui va être dédiée à la danse. Et de l'autre côté, pour le coup, là, en face, on aura une quinzaine, voire une vingtaine de tables. Donc pour des dîners de 150 à 200 personnes. Mais avec un esprit très rustique et très vrai. Donc c'est ça que les gens aiment. C'est très beau. L'année prochaine, cette activité devrait rapporter 130 000 €. Un chiffre d'affaires bien loin de couvrir les dettes. Car pour s'offrir son rêve, le jeune homme a emprunté beaucoup d'argent. Tous les mois, c'est à peu près 6 000 € qu'il faut rembourser à la banque. 6 000 €. Donc là-dedans n'est pas inclus évidemment le prix pour faire tourner la propriété. Et puis à 22 ans, c'est un vrai stress. On se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Dès qu'on prend une décision, on s'imagine que ça peut être la fin du projet pour une erreur de parcours. Donc le début a été un petit peu compliqué parce que voilà, il y a plein d'incertitudes et du stress. Nous avions rencontré Édouard en septembre 2015. À l'époque, il se lançait dans cette aventure. Il venait de s'endetter pour les 20 prochaines années. Pour 500 000 €, voilà son acquisition. Un bâtiment qui, de l'extérieur, avait de l'allure, mais à l'intérieur, c'était une ruine. C'est les anciens radiateurs de la pièce. Et là, on avait un sol en chêne également. On avait un très beau parquet Versailles. On a retrouvé un vestige de ce parquet et tout le reste a disparu. Donc soit ça a été volé, soit c'était simplement en très mauvais état, ils ont tout démonté, vous voyez. Et on a encore un très joli papier peint, qui est un papier peint 18e, qu'on a prévu de faire restaurer. Hop là. Ça aurait pu être dangereux. Coût estimé des travaux, 2 millions €, dont une partie sera absorbée par la seule toiture. En urgence, l'ancien propriétaire avait fait installer de la tôle, le temps de pouvoir poser des tuiles en ardoise. Pour le reste du château, Édouard et Paul, son seul bénévole, avaient encore un peu de boulot. Alors, par quel bout commencer? Je pense d'abord qu'il faut qu'on déblaye tout. On déblaye en premier et dès qu'on voit clair sur le sol, on balaye. Édouard ne pouvait pas se permettre d'attendre 20 ans C'est pas cassé, ça peut se garder. avant d'ouvrir le château au public. Ouais. Il avait besoin de faire rentrer de l'argent pour rembourser son emprunt. La chaise, on peut peut-être la sauver là, non? Son château devait donc accueillir des visiteurs Oui, l'état payants de la chaise. dès le printemps Après 2 2016. siècles dans les cuisines, on pense qu'elle est en bon état, mais ça va aller dans le feu. 6 mois plus tard, Édouard a-t-il réussi son pari? Il est magnifique ce dallage. Magnifique. Quelques coups de balai et 1 an de travaux plus tard, voici l'état de la cuisine. Elle a presque retrouvé sa splendeur d'antan.
On a le sentiment que les gens viennent de partir. Sur la table, il y a l'assiette du chef cuisinier avec sa bougie qui brûle, ses vieux journaux de la fin du 19e siècle. Il y a les cuivres qui sont astiqués, il y en a une quarantaine. Un vieux buffet Louis XV, une pierre d'évier, bon voilà. Mais on a vraiment tout laissé dans son jus. Il y a des pommes dans les paniers, ça sent bon. Les gens ne rentrent pas dans un musée, c'est une vraie maison qui vit. Cette année, 10 000 visiteurs paieront 7,50 € pour découvrir les caves et la cuisine. En revanche, pour parcourir les étages supérieurs, il leur faudra attendre quelques décennies. Vous n'êtes pas un peu impressionné parfois par l'ampleur de l'étage ? Si, on ne sait pas trop par quel bout commencer, mais il y a des urgences et il faut aller au plus urgent. Quand il y a quelque chose qui menace de tomber, il faut faire vite. Et ici, c'est un petit peu le cas partout, donc ouais, c'est vrai que c'est une question compliquée. Mais on va y arriver, c'est pas un souci. Il faut prendre son temps et puis réfléchir et trouver des fonds. Voilà. Donc du travail. Et du travail, il en faudra pour offrir à l'édifice une nouvelle toiture, estimée à 300 000 €. En attendant, avec l'aide de Philippe le couvreur, Édouard tente de valoriser certaines parties du château. Voilà, super. Ce matin, ils viennent libérer de la tôle quelques trésors cachés. Voilà, hop. On va la mettre au milieu sur le faîtage. À 18 mètres du sol, ces statues reprennent vie. Et moi, la patine comme ça me dérange pas du tout. J'ai pas envie d'avoir de la pierre blanche. Ça, faut vraiment le laisser comme ça. Faut retirer le lichen. Faut qu'on ait une surface lisse. Mais je tiens pas à avoir un truc blanc. C'est fini là-bas ? Ouais. Là, si tu veux le faire, moi, je vais essayer d'enlever ça. C'est vraiment ces statues et tout ce décor Régence avec la terrasse qui plante l'architecture et qui fait de Vaux un des plus beaux ensembles du 18e. C'est vrai que c'est émouvant de voir ça pour la première fois. Pour réunir des fonds et sauver ses sculptures, Édouard mise sur des moyens plutôt modernes, ceux de la nouvelle économie. Il a fait appel à une plateforme participative spécialisée dans la sauvegarde du patrimoine. L'idée, c'est vraiment de faire un apport. C'est le petit quelque chose qui va manquer, en fait, et où là, les mécènes privés pourront être efficaces. C'est une campagne de financement à 12 000 €. Et à ce prix-là, normalement, on finance 50% du chantier. Donc si on arrive à ça, c'est bon. Pour l'heure, c'est en remplissant ces gîtes qu'Édouard gagne de l'argent. Vous me suivez ? Aujourd'hui, ces étudiants étrangers membres d'une association de bienfaisance sont venus visiter le château de Vaux pour le week-end. Oui. Vous avez l'habitude de voir des endroits comme celui-là ? Non, pas du tout. Non, on n'a pas les châteaux, des trucs comme ça. C'est super ici. Effectivement, c'est colossal, là. C'est majestueux, on dirait. Merci d'être là, merci de participer à tout ça. Merci. Vous avez quel âge ? Ah, maintenant, j'ai 23 ans. Ouais. 23 ans, j'ai pas fini mes études et là on château. Pour la page Facebook du château, ça prend 2 secondes, on sourit. Le projet d'Édouard peut paraître ambitieux, mais pour lui, c'est presque une seconde nature. Car chez les Guyot, les châteaux, c'est une histoire de famille. Voilà en effet 40 ans que les Guyot font parler d'eux. Il y a Michel et Jacques, le père d'Édouard. Et puis, on en est tombé amoureux. C'était un petit peu le château de la Belle au Bois dormant. Contrairement aux apparences, ils ne sont ni nobles ni riches à millions. En 1979, ils s'endettent à hauteur de 150 000 € d'aujourd'hui pour racheter ce château dont l'État ne veut plus, à 1h30 de Paris. L'un est peintre, l'autre charpentier. Michel, lui, sorti des Beaux-Arts, pourrait jouer au décorateur inspiré s'il n'était aussi maçon et comptable, guide et jardinier. Depuis tout petit, c'est leur père, un décorateur, qui leur a transmis sa passion, son goût pour les belles choses. C'est le début de la saga Guyot. Grâce à un modèle économique bien rodé, les deux frères deviennent les serial repreneurs de châteaux les plus célèbres de France. Aujourd'hui, la famille Guyot possède 5 châteaux, dont celui de Bridoire qui veille sur la Dordogne depuis le XVe siècle. À 21 ans, c'est Alice, la fille de Jacques, et la petite sœur d'Édouard qui gère le château de Bridoire. Nous l'avions rencontrée durant l'été 2015.
Elle avait fait de son château une sorte de parc d'attractions époque médiévale. Un succès avec 50 000 visiteurs par an. C'est pas un casque, hein, mais tiens, regarde. Hop. Ce serait un peu grand pour toi, mais ça sera mieux que ça, c'est une épaulette pour les chevaliers. Voilà. C'est un peu grand ? T'as peut-être même une plus grande tête que ta grande sœur. Bon, c'est un chevalier un peu démantelé, mais si t'enlèves les épaulettes, c'est bon. Bras nus. Tu peux combattre aussi. Bon, bah, bon après-midi. Ah, mais il y a toute une technique avec l'arbalète. Voilà, bon, bah, c'est pas mal. Ça, il me faudrait juste un espace de travail là. À l'âge de 19 ans, Alice avait mis entre parenthèses ses études pour faire comme le reste de la famille. C'est vrai que les études, c'est quand même un filet de sécurité. Mais je trouve que voilà, quand on est passionné, il faut aller au bout de ses passions. Et ça, généralement, ça nous le rend bien. Quand on est motivé, ça marche. C'est avec Jacques, son père, qu'elle a entrepris de sauver les lieux. Quand les Guyot sont arrivés en 2011, le château appartenait à la famille de l'empereur Bokassa, un ancien dirigeant de la Centrafrique. Le dictateur voulait installer ici son fils et sa future compagne. Le fils de Bokassa n'a jamais mis les pieds ici, il n'a jamais épousé sa bergeracoise, son père a sauté très rapidement de son trône en plastique, donc tout ça est devenu nul et non avenu. Et puis quelques mois après, la porte a été fracassée et puis il y a eu le début de 22 ans de pillage. Les Guyot ont racheté le château à l'État français pour 700 000 €. Il était en très mauvais état. Alors d'abord, il y a eu plusieurs stades, si vous voulez. Il y a eu le pillage des choses de valeur, ça a été fait au tout début. Quand il n'y avait plus rien à voler, ben après on s'attaque au mur, on s'attaque au fondement même de la maison. C'était ça. Donc des tessons de bouteilles, des verres cassés. On a changé 500 carreaux qui avaient été cassés volontairement avec des pierres, 40 mètres cubes de gravats, de saloperies, de détritus qu'il a fallu évacuer, des matelas partout. Enfin, c'était une horreur, c'était une horreur. Alors pendant des mois, aidée par les voisins et les bénévoles de toute la région, la famille Guyot redonne vie au château de Bridoire. Voici par exemple la salle de billard avant et après remise en état. Il y en aura en tout pour 800 000 € de travaux. Une rénovation subventionnée à hauteur de 40% par les pouvoirs publics. Le reste se fera avec l'argent des touristes. Un an après notre premier tournage, la vie s'écoule paisiblement au château de Bridoire. Princesse en sa demeure, Alice est de toutes les corvées. C'est un passage obligé dans votre formation de châtelaine de faire le ménage? Bah, c'est pas du tout une corvée. Enfin, moi, je prends vraiment ça. C'est un plaisir aussi de prendre soin de sa maison. Et ça me permet vraiment d'être vigilante. Et je redécouvre le lieu à chaque fois. C'est pas dévalorisant pour moi. Je le prends bien et j'aime bien. Les efforts d'Alice commencent à payer. Mais si le château connaît une belle notoriété, Jacques et sa fille veillent toujours avec attention sur le nombre de visiteurs. Ah oui, non, c'était la météo pour Pâques qui n'était pas terrible. On a eu une petite baisse. C'est le mois de juin, donc on a fait un bon début de saison. Et je crois que si on fait une moyenne de 55 entrées par jour, on arrive à s'équilibrer par rapport à l'année dernière. Notre baromètre, c'est ça, quoi. C'est le cahier de visite où, quand on ouvre année par année, on regarde le score qu'on a fait le même jour l'année précédente et on voit si on est bon ou si on n'est pas bon. Là, pour l'instant, le mois de juin, on a 300 entrées d'avance. Donc, c'est pas le Pérou, mais c'est bien. Ça, qu'est-ce que... Maman avait acheté les Mais l'activité est saisonnière, l'équilibre précaire. Je sais pas où est-ce qu'elle t'a mis. On a un chiffre d'affaires qui frôle les 400 000 €. Bon, quand on a retiré toutes les charges, c'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose. Et après, l'excédent passe dans les travaux. Chaque année, on engage des frais pour des travaux. C'est le but, hein. On est là pour restaurer un château. Pour relever leur défi, les Guyot ont transformé l'une des écuries en boutique. C'est Catherine, la mère d'Alice, qui s'en occupe. Alors les ours, il faut les mettre là et puis un peu là. Donc ce qu'il faudrait, c'est rapatrier tous les dépliants dans l'accueil. Par rapport à un déjeuner ou par rapport à une nuit d'hôtel, notre billet d'entrée à 5 € pour les enfants, c'est pas cher quand même. Voilà. Donc on a des charges qui sont très lourdes et c'est important d'avoir des recettes complémentaires. L'idéal, c'est qu'il y ait 1 € par visiteur qui soit dépensé en plus du billet d'entrée. C'est aussi notre façon de faire rayonner le château autour de lui. Pour faire tourner leur domaine, les Guyot n'ont qu'un seul salarié et une stagiaire. Je
connaissais un peu l'histoire de la famille Guyot, sauveur de château, et je trouvais ça plus intéressant que dans un musée où on surveille une salle toute la journée, on apprend beaucoup moins. Que là, je fais plein de choses différentes. À quelques jours du début de la saison touristique, Catherine et Jacques Guyot sont venus prêter main forte à leur fille. Et t'as vu, là, dès qu'on s'approche de la rivière, on est vraiment... tu sens la fraîcheur. Comme dans tout business, pour s'assurer de sa longévité, il faut sans cesse se renouveler. Alors Alice a imaginé une nouvelle attraction, un parcours dans les bois, parsemé d'énigmes. Vous voici à l'entrée de la tanière de la plus impressionnante créature de la vallée. Elle s'est absentée pour aller chasser. Vous avez peu de temps. Dépêchez-vous de trouver les indices qui vous permettront d'identifier cette créature. Il faut... Mais pourquoi on les peint pas carrément? Ce serait vachement plus sympa. C'est sombre, hein? Façon Lascaux. Ce qui fait vivre, justement, c'est d'imaginer sans arrêt des choses nouvelles. Hein, ça fait avancer, ça booste. Il y a une certaine logique dans tout ça, je trouve. C'est un passage de témoin. Il y a des gens que ça effraie, ce côté, voilà, toute seule dans un château, ou même tout seul dans un château. Mais nous, les vieilles pierres nous parlent d'une certaine façon, mais plutôt en bien. On se sent un peu protégé derrière ces murailles. C'est génial, enfin, vraiment, on est bien. Tellement bien que l'aîné de la famille, Lancelot, a fait de la sauvegarde des châteaux son métier. Au total, il gère 3 sites d'exception Beauménil en Normandie, Saint-Brisson-sur-Loire, mais aussi la Ferté-Saint-Aubin en Sologne, le berceau de la famille Guyot. Pendant 30 ans, grâce à l'argent des touristes, ils ont rénové les bâtisses, la cour d'honneur et les toitures pour s'offrir un cadre de vie exceptionnel. Mais ce petit paradis peut parfois se transformer en quelques heures en véritable enfer. Il y a quelques semaines, pendant une dizaine de jours, des pluies torrentielles se sont abattues sur le pays. Dans le Loiret, l'autoroute A10 a été engloutie par les flots. Pour la première fois dans l'histoire du château, Lancelot a dû faire face à de spectaculaires inondations. Le parc de 40 hectares, mais aussi les caves et la cuisine habituellement ouvertes à la visite, sont dans un état catastrophique. Pour faire face à cette situation critique, Jacques, le père de Lancelot, est même venu secourir son fils aîné. Après 48 heures d'efforts, Lancelot et ses salariés réussissent enfin à nettoyer les dernières nappes d'eau. C'est le moment de constater les premiers dégâts. Mais ça va à la chaudière. Ça va. Alors, ça, tu peux l'ouvrir alors. Celui-là, je peux l'ouvrir? Oui, vas-y. T'as rien coupé d'autre là? C'est celui-là que j'avais fermé quand l'eau a commencé à monter. Elles sont mortes les chaudières? Celle-ci, oui. On en a une autre au gîte qui est morte aussi. Il y a tout ce qui est visible, les appareillages électriques, l'électricité, mais il y a tout ce qui ne se voit pas et ce qui va se voir dans plusieurs mois. C'est-à-dire quand il y aura la sécheresse, quand il va y avoir les premières fissures qui vont apparaître, quand il va y avoir les enduits en chaux aérienne qu'on a fait avec des compagnons du devoir, dans les règles de l'art, avec des méthodes anciennes. Comment ça va résister à l'eau, ça? Pas question pour Lancelot de s'apitoyer sur son sort. Il doit remettre en état les sous-sols du XVIIe siècle pour relancer son activité. Là, les gens passent. Là, on avait le cellier. Là, il y a tous les tonneaux qui flottent un peu à droite à gauche. En fait, ils étaient tous là. La cuisine historique où il y a les petites animations avec la cuisinière d'une époque qui fait déguster les petites madeleines au miel. En général, ça sent bon le miel et le beurre et les gâteaux, la pâtisserie. Là, en l'occurrence, ça sent plus la vase. Mais bon, voilà. Dimanche, ça sentira de nouveau la pâtisserie. À gagner de quel ordre en fait? De quel ordre? Entre 500 et 1000 euros par jour. 3 salariés et une apprentie vivent sur les recettes qui sont liées aux visites, aux mariages, aux locations de salles, aux gîtes. Donc à partir du moment où on perd une partie de ces recettes, forcément voilà, l'équilibre financier est remis en question. D'autant plus que le gîte dans le parc est réservé pour la fin de cette semaine. Il est aujourd'hui inaccessible. La passerelle pour le rejoindre a cédé sous la pression de la crue. Un peu marre de patauger là. Il faut marcher sur le...
marcher sur le layon là. Bah là, on a tout mis à sécher ici. On a déblayé tout le tas de bois là. On a tout remonté sur le long du chêne. Il y avait tout qui flottait à droite à gauche. Donc toi, le niveau était impressionnant. On pouvait plus du tout accéder à l'île avec Louis, et le niveau était à ce niveau-là. On était là, quoi. Donc tout était noyé à l'intérieur. Là, on laisse sécher tranquillement les tomates, elles en ont besoin. Là. Puis en fait, 2 jours, on est submergé par les gens qui ont réservé, parfois depuis très longtemps, et qui sont complètement en panique pour leur réunion familiale. Il fallait absolument faire en sorte que les gens n'annulent pas. Pas question de fermer. C'est 900 € par week-end. Aujourd'hui, de lourdes responsabilités pèsent sur les épaules de Lancelot. Car ce château représente à lui seul tous les sacrifices réalisés par sa famille. On a un lien qui est très particulier avec La Ferté, c'est une maison de famille. Moi je suis né ici, mon père a consacré 30 ans de sa vie et a laissé une partie de sa santé à La Ferté sur des travaux, notamment sur les premières années où c'était absolument titanesque. Quand on parle de La Ferté, on en parle comme si c'était une personne en fait. Et où en fait on s'occupe de cette personne comme si c'était une personne âgée un peu et on essaye d'en prendre soin et de la passer aux générations futures. En France, 87% des châteaux classés sont privés. Dans leur combat contre les outrages du temps, les propriétaires peuvent compter sur l'aide de l'État. Voici Frédéric Aubenton. Que d'eau, comme dirait MacMahon. C'est le conservateur des monuments historiques de la région. Il vient s'assurer que l'édifice a bien résisté aux inondations. Venez voir. Le niveau hier était au ras du plancher, au ras des planchers. Ce qui veut dire que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à long terme, même à court terme, on se retrouve avec une déstabilisation totale des piliers. En fait, ce qu'il faudrait, quand tout sera descendu, c'est de pouvoir faire une investigation de tous ces éléments-là. Absolument. S'il faut étayer, butonner, etc. C'est ça que je vois par rapport à vous. Le château de La Ferté-Saint-Aubin, pour la région Centre, c'est un château exceptionnel et qui est classé, donc qui doit bénéficier du meilleur soin possible. Nous, on est là pour aider les propriétaires à faire les études, prioriser les travaux et accompagner les travaux financièrement dans la mesure de nos programmations. Si dans quelques mois des dégâts apparaissent sur le pont, l'État pourra financer les travaux à hauteur de 40%. Mais d'ici là, l'affaire doit tourner. Après quelques angoisses, la salle des mariages est opérationnelle. Un soulagement pour Lancelot, mais aussi pour Sandy et Jérôme. Ils pourront célébrer leur union dès demain. En fait, on s'attend à plein de choses, de la pluie, effectivement, mais en fait, on ne s'attend pas aux inondations. Et le pire, c'est quand les gens nous disent « Ah bah dis donc, on n'a jamais vu ça depuis 40 ans » et on se dit « Il fallait que ça tombe sur moi. » Bon, mais tout est bien qui finit bien. Oui. Voilà, comme dans un conte de fées. La princesse à son château. Exactement. Après 8 jours de travail acharné, la cuisine et les caves sont de nouveau ouvertes au public. Mission accomplie, voilà, on réouvre au public. C'est loin d'être parfait, il y a encore un peu d'eau à droite à gauche. Mais voilà, le but c'est que les gens reviennent et que voilà, la vie reprenne son cours normal après cet événement. En France, comme Lancelot, Édouard, Alice et leurs parents, plus de 6300 particuliers restaurent pour nous des châteaux protégés, des trésors de notre patrimoine.